J'ai empoisonné son café ce matin-là, pas assez pour la tuer, juste pour qu'elle convulse sur le carrelage de notre cuisine, les yeux exorbités, suppliant un pardon qu'elle n'aurait jamais accordé. Dans le silence qui a suivi, j'ai regardé son corps se tordre comme un serpent piégé, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix froide, celle d'un homme qui a enfin brisé ses chaînes. Mais le vrai poison, c'était celui qu'elle m'avait injecté depuis des lustres, la trahison, forgée dans l'ombre de notre lit conjugal, un testament falsifié qui m'aurait laissé pour mort avant même que mon cœur ne s'arrête. C'était un mardi ordinaire à Paris, de ceux où la Seine miroite sous un soleil timide de printemps, et où les Parisiens se hâtent vers leur routine comme des ombres pressées par le temps. J'avais 48 ans, architecte de profession, avec un cabinet modeste dans le Marais, entouré de clients exigeants qui payaient bien pour des rénovations qui effaçaient les cicatrices du passé. Ma femme, Claire, était galeriste, une beauté aux cheveux châtains coupés au carré, avec ce sourire qui désarmait les critiques d'art les plus acerbes. Nous vivions dans un appartement du 7e arrondissement, un de ces lieux haussmanniens aux moulures impeccables, où chaque pièce respirait l'élégance feinte d'une vie réussie. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé un soir de novembre, 3 mois plus tôt. J'étais rentré tard d'un chantier à Montmartre, les mains encore imprégnées de la poussière de plâtre, quand j'ai trouvé sur mon bureau un dossier oublié par notre notaire. C'était anodin au premier regard, des papiers pour renouveler notre assurance vie. Mais en feuilletant les pages, mon sang s'est glacé. Là, sous mes yeux, mon testament, daté de 2 ans plus tôt, avait été modifié. Ma signature, cette courbe familière que j'apposais sur des centaines de plans chaque semaine, était là, mais pas de ma main. Une imitation parfaite, tracée par quelqu'un qui connaissait mes gestes intimes, mes habitudes nocturnes quand je signais des contrats à la lueur d'une lampe de chevet. Claire. Ça ne pouvait être qu'elle. Les changements étaient subtils mais fatals, notre fortune ou une petite somme héritée de mes parents, plus les parts de mon cabinet allaient entièrement à elle, avec une clause me déshéritant au profit de notre fille, Élise, mais sous condition que Claire en soit la tutrice exclusive. Élise, notre perle de 16 ans, avec ses yeux verts hérités de sa mère et sa passion pour le violon qui emplissait nos soirées de mélodies mélancoliques. Pourquoi? Pour me priver de tout, même de l'héritage que j'avais bâti pierre par pierre? J'ai passé la nuit à relire ces lignes, le cœur battant comme un marteau sur l'enclume, imaginant Claire penchée sur ce document, plume en main, dans le bureau adjacent au nôtre, pendant que je dormais à poings fermés. Le lendemain, j'ai feint l'ignorance. Nous avons pris le petit déjeuner comme d'habitude, croissant tiède du boulanger du coin, café noir pour moi, thé vert pour elle. Elle parlait de son exposition à venir, de toiles abstraites qui capturaient l'essence de la trahison humaine, ironie que je n'ai pas relevée. Mais intérieurement, une tempête se levait. Qui était cette femme que j'avais épousée il y a 20 ans, lors d'une cérémonie pluvieuse à la mairie du VE arrondissement? La Claire que j'avais connue à l'université, étudiante en histoire de l'art, rieuse et impulsive, qui m'avait dragué lors d'une expo sur les impressionnistes? Ou cette version d'elle, calculatrice, prête à falsifier pour s'approprier ce qui m'appartenait? J'ai commencé à fouiller. Discrètement, comme un archéologue déterrant ses propres ruines. J'ai accédé à nos comptes bancaires en ligne, sous prétexte d'un audit fiscal. Des retraits inhabituels, 10 000 € versés à un avocat spécialisé en succession, un autre 5 000 pour un expert en graphologie au nom, pas pour vérifier ma signature, mais pour l'imiter. Et puis, les mailles effacées mais récupérables via un logiciel que j'ai téléchargé sur le dark web, ce recoin sordide d'internet où les âmes perdues troquent leurs secrets. Là, une correspondance avec son amant, un certain Laurent, collectionneur d'art quinquagénaire, veuf et fortuné, qui lui promettait une vie sans chaîne une fois que l'obstacle serait écarté. L'obstacle. Moi. La rage n'est pas venue d'un coup, elle s'est insinuée, goutte à goutte, comme l'eau qui ronge la pierre. Je me suis rappelé nos débuts, nos promenades le long de la Seine, main dans la main, rêvant d'une famille, d'un avenir bâti sur l'amour. Élise était née 2 ans après, un accouchement difficile à l'hôpital Saint-Louis, où j'avais tenu sa main pendant des heures, jurant de la protéger contre le monde. Et maintenant, Claire voulait m'effacer, me réduire à un fantôme dans mon propre récit. Pourquoi? Pour Laurent? Pour l'argent? Ou simplement parce que l'amour s'était mué en mépris, ce lent poison des mariages qui s'étirent comme des ombres au crépuscule? J'ai décidé de ne pas confronter directement. Pas encore. La revanche, dans sa forme la plus pure, est un Arlan, une symphonie où chaque note est pesée. J'ai consulté un avocat en secret, un vieil ami du cabinet, dans un café anonyme près de la Bastille.
C'est du pénal, Henri, m'a-t-il dit, les yeux plissés sur son espresso. Falsification de documents notariés, jusqu'à 10 ans de prison. Mais prouvez-le, et elle est finie. Prouvez. C'était le défi. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic aux manières bourrues, qui m'a coûté la moitié de mes économies. Il s'appelait Marc, avec une cicatrice sur la joue et un cynisme qui collait à la peau comme la pluie parisienne. Pendant des semaines, j'ai joué le rôle du mari attentionné, dîner aux chandelles au train bleu, week-end à Versailles avec Élise, qui riait aux éclats devant les fontaines. Claire, elle, semblait plus distante, ses regards glissant sur moi comme de l'eau sur du verre. Une nuit, je l'ai surprise au téléphone, murmurant dans le noir, « Bientôt, mon amour ». Il signe sans se douter. Elle parlait de moi comme d'un dossier à clore. Mon estomac s'est noué, mais j'ai ravalé la bile. Patience, me disais-je. La vengeance n'est pas un sprint, c'est une endurance, où l'esprit affûté triomphe de la chair faible. Marc m'a livré ses premiers rapports, photos de Claire et Laurent dans un hôtel discret de Saint-Germain-des-Prés, leurs corps enlacés dans la pénombre d'une chambre aux rideaux tirés. Des factures pour des bijoux offerts, des voyages annulés à cause de mon emploi du temps. Et puis, la preuve irréfutable, une vidéo granuleuse, filmée par une caméra cachée dans le bureau du notaire. Claire, seule, reproduisant ma signature sous l'œil complice d'une assistante corrompue. Pour notre avenir, avait-elle susurré à l'objectif, ignorant qu'il enregistrait. À ce moment, la tempête en moi a pris forme. Pas une rage aveugle, non, une clarté froide, chirurgicale. J'allais la détruire, non pas par la loi trop prévisible, trop clément mais par ses propres armes, la manipulation, le secret, le poison lent de la vérité révélée au pire instant. J'ai commencé à planifier. D'abord, protéger Élise. Je lui ai ouvert un compte à part, versé une somme substantielle, et rédigé un nouveau testament la nommant unique héritière, avec un tuteur neutre, ma sœur, qui vivait à Lyon et détestait Claire depuis le début. « Papa, pourquoi tu fais ça ?» m'a demandé Élise un soir, ses doigts fins posés sur mon bras. « Pour que tu sois libre, ma chérie », ai-je répondu, la gorge serrée. Ensuite, l'appât. J'ai annoncé à Claire que j'avais un cancer. Un mensonge, bien sûr, mais crédible, j'avais maigri sous le stress, et mes nuits blanches creusaient mes traits. Les médecins que j'ai consultés en secret m'ont fourni des faux rapports, tamponnés pour l'occasion. Elle a pâli, feint l'inquiétude, mais ses yeux brillaient d'une lueur que je connaissais maintenant, l'opportunisme. « On va s'en sortir, Henri », m'a-t-elle dit, posant sa main sur la mienne, froide comme un marbre de cimetière. Ce soir-là, elle a couché avec moi pour la première fois depuis des mois, un acte mécanique, calculé. Je l'ai laissé faire, sentant son corps comme un terrain miné. Le piège se resserrait. J'ai contacté Laurent anonymement, via un burner phone. Votre maîtresse vous ment. Elle veut votre argent aussi. Vérifiez son testament. Une graine semée dans la paranoïa d'un homme jaloux. Puis, j'ai falsifié à mon tour un document miroir, où Claire apparaissait comme la bénéficiaire de mes dettes imaginaires, un gouffre financier qu'elle hériterait si je mourais. Je l'ai laissé traîner, comme une miette pour une souris. Les jours suivants furent un tourbillon. Claire accéléra, elle pressa le notaire pour valider les changements, ignorant que Marc avait déjà corrompu l'assistante pour des copies certifiées. Élise, sentant la tension, se replia sur son violon, jouant des airs funèbres de Bach qui résonnaient dans l'appartement comme un présage. Moi, je marchais dans Paris comme un fantôme, les quais du Louvre, les cafés de Montparnasse, cherchant dans la foule une humanité que j'avais perdue. Étais-je un monstre pour ce que je préparais? Non. La trahison forge des armes, elle ne les désarme pas. Le climax approchait. Un dîner d'anniversaire pour Élise, au restaurant Le Procope, berceau des Lumières, ironie pour une nuit d'ombre. J'avais invité Laurent, sous un faux nom, comme un client potentiel. Claire, en robe rouge sang, rayonnait, ignorant qu'il était là, à l'autre bout de la salle, observant. Au dessert, j'ai sorti l'enveloppe, l'épreuve, photos, vidéos, mais... Joyeux anniversaire, Élise. Et adieu, Claire. Ses yeux se sont écarquillés, le verre de Bordeaux tremblant dans sa main. Laurent s'est levé, furieux, accusant, et la scène a éclaté en un chaos de cris et de regards assassins. Mais ce n'était que le prélude. La vraie revanche vint plus tard, dans le silence de notre appartement vidé. Claire, ruinée par le divorce express que j'ai initié, perdit tout, la galerie, Laurent qui la quitta en emportant ses bijoux,
et Élise qui choisit mon camp après avoir vu la vidéo. Elle supplia, pleura, promit. Je l'ai laissée partir, brisée, vers un studio miteux à Belleville, où elle vend maintenant des croûtes anonymes pour survivre. Aujourd'hui, je bois mon café seul, face à la Seine qui coule indifférente. La paix est revenue, mais elle est creuse, comme un écho dans une chambre vide. Ai-je gagné? Ou ai-je simplement troqué une prison pour une autre? La vengeance, j'ai appris, n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Et dans le miroir, je ne reconnais plus l'homme que j'étais.